Hello les amis, bienvenue sur un tout nouvel épisode de la série Journal d'un trader. Moi c'est Val et vous êtes sur ma chaîne YouTube Shosh. Aujourd'hui, on va faire le topo sur le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2025, ce mois qui a été un mois très douloureux pour moi, très difficile sur plein d'aspects, qui n'a pas été fabuleux non plus sur les résultats. On va aborder tout ça ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui va devoir être amélioré pour 2026. Bref, aujourd'hui, on replonge dans mon journal de trading. On va essayer de comprendre pourquoi ce mois n'a pas été à la hauteur de mes espérances et comment je termine finalement l'année sur ce challenge PropFirm 10K FTMO. Comme vous savez, j'ai fini le mois de décembre en négatif. J'avais un drawdown de moins 2,4% sur mon challenge FTMO. C'est-à-dire que je recommence décembre avec déjà, dans l'état mental dans lequel j'étais, près de 2 mois négatifs. Je revenais de septembre où j'avais perdu mon challenge PropFirm. J'ai commencé octobre où j'ai eu un mois break-even mais compliqué. J'ai eu un mois de novembre qui a fini en négatif et donc je commence le dernier mois de l'année avec ce drawdown et cet état psychologique. Donc pas toujours évident d'enchaîner 3 mois quasiment négatifs ou en tout cas où on n'a pas performé. Donc c'est un peu l'état mental dans lequel j'étais. Alors ce mois-ci, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je le finis à moins 3%. Ça a été un mois qui a été compliqué. Je rajoute encore du drawdown à mon drawdown de novembre. C'est-à-dire que ici, aujourd'hui, sur mon challenge, en terminant le mois de décembre, je suis à moins 5,4% de drawdown. Je commençais ce dernier mois de l'année déjà avec une forme d'état mental, d'état psychologique qui n'était pas forcément idéal. J'avais aussi d'autres éléments privés dans ma vie perso qui font que ce mois de décembre n'a pas été forcément idéal sur le plan de la robustesse émotionnelle, la robustesse psychologique. On y reviendra. Alors, moins 3%, ça veut dire que je finis l'année avec un drawdown sur ma PF 10K de moins 5,4%. C'est pas anodin, ça veut dire que c'est un gros drawdown, ça veut dire qu'il va falloir remonter ça pendant le mois de janvier et certainement sur ce premier trimestre 2026. Ça rallonge encore le challenge, c'est ce qui fait évidemment que ça a creusé encore un peu plus ma psychologie pour ce mois de décembre. On y reviendra après. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai un win rate de 29%. On constate que mon win rate diminue assez drastiquement sur les 2 ou 3 derniers mois. C'est normal. Je dirais que sur mon backtest, de manière générale, je vois que le win rate diminue très normalement à la fin de l'année, tout simplement parce que c'est dû à la volatilité des marchés et donc à la complexité aussi de pouvoir se positionner ou d'avoir une vision claire sur la tendance du marché. Moi ici, évidemment, si je fais des erreurs, mon win rate est inférieur à ce que j'aurais dû avoir dans les meilleures conditions. En effet, si j'avais pris tous les trades comme je devais le faire et si j'avais été présent tous les jours sur les marchés, j'aurais eu un win rate de 50%. On voit ici que moi j'ai un win rate de 29%, donc c'est beaucoup plus bas par rapport à ce qui était espéré des 50%. Donc, ce mois-ci, j'ai pris 7 positions. C'est un mois, je dirais, plutôt moyen au niveau de mes prises de position. Je n'ai pas trop tradé, je n'ai pas over tradé, je n'ai pas non plus manqué trop d'opportunités. J'en ai manqué certaines, mais je dirais globalement, c'est correct. On rentre dans ma moyenne. Pour ceux qui savent et ceux qui ont regardé les vidéos précédemment, je dirais que j'ai en moyenne 8 à 9 trades pris par mois. Alors évidemment, si j'ai un win rate de 30%, j'ai évidemment plus de pertes que de gains. J'ai eu 5 pertes qui ont été plus ou moins maîtrisées. On verra après. Il y a eu 3 erreurs qui m'ont fortement impacté sur mon mois ici. On y reviendra. Voilà, mon mois il se termine avec un drawdown de moins 3%. Si j'avais été présent tous les jours et que j'avais pris les trades dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales, en respectant 100% de ma stratégie et en ne commettant aucune erreur, j'aurais dû normalement finir le mois à plus 1R. Plus 1R si vraiment j'avais eu ce win rate de 50% et si j'étais là tous les jours. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai un delta qui est quand même de 4R, donc de 4%. J'aurais pas forcément pu remonter mon drawdown de novembre et d'octobre, mais j'aurais fini le mois largement en positif de 1R. C'est pas énorme, mais c'est des choses qui arrivent compte tenu du fait qu'on est en décembre et que c'est un mois qui n'est pas toujours facile à trader. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi. J'estime que ce n'est pas un mois facile à trader à mes yeux et en tout cas par rapport à mon backtest. Alors finalement, qu'est-ce qui explique cette différence, ce delta, entre ce que j'aurais dû de façon optimale obtenir sur les marchés comme performance, c'est-à-dire plus 1R, et pourquoi moi, aujourd'hui, à la fin de mon mois, je me retrouve à moins 3R sur la performance totale de mon mois de décembre. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Comme je l'ai dit, la première, c'est mon état psychologique. Donc il faut savoir que après 2 mois, 3 mois de perte, eh bien, j'arrive à la fin de l'année épuisé aussi par rapport à mon challenge où évidemment on avait des attentes, des envies, on avait une volonté de finir à une deadline, à un objectif précis.
et de valider cette propre firme avant la fin d'année. Quand on se met une pression comme ça avec une deadline, finalement, on vient rajouter du stress, de la pression sur le challenge avec tous les défis et toutes les difficultés qu'on peut déjà rencontrer sur les marchés au quotidien. Donc moi, voilà, j'ai été fortement déjà impacté par ça, même si au début du mois, ça ne s'est pas forcément vu. C'est vraiment vers la moitié du mois où finalement j'ai commencé à faire des erreurs que je ne devais pas faire, à prendre des trades que je ne devais pas prendre. Et je vous expliquerai pourquoi en fait et dans quel état psychologique et mental j'étais à ces moments-là et qu'est-ce qui m'a poussé en matière d'émotion à prendre ce trade alors qu'il était hors de mon plan. Donc ça, c'était le premier aspect qui était plutôt lié à mon état psychologique, lié au marché, lié à mes 3 derniers mois. Il y avait aussi un état émotionnel où je ne me sentais pas forcément bien. Je ne me sentais pas forcément fort émotionnellement, solide sur les appuis. Je traverse aussi une période assez compliquée sur le plan perso. Globalement, ce qu'on dit toujours, c'est qu'un trader doit pouvoir siloter les éléments de sa vie, c'est-à-dire que ce qui est du privé n'impacte pas son trading. C'est pas toujours évident, surtout quand on arrive à des niveaux de difficulté perso ou tout simplement de périodes difficiles qu'on est en train de traverser. C'est très compliqué en tout cas de pouvoir dissocier les choses à un moment ou à un autre. Le trader et l'homme qu'on est, ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est se rejoindre. Et aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai senti que la pression montait énormément sur le plan du trading. La pression montait également fortement sur le plan perso. J'ai pas eu d'autre choix que, que ça se rencontre à un moment ou à un autre et que je subisse la pression dans mon trading, que je subisse mes émotions, que je subisse aussi finalement cette faiblesse émotionnelle dans laquelle j'étais et que je reconnais et que j'accepte parce que c'est le cas, c'est la situation, je ne sais rien y faire, je dois passer par là et moi je dois essayer aujourd'hui de façon la plus professionnelle possible, la plus mature possible de reprendre en main mon trading et d'éviter que cet état psychologique et mental continue d'affaiblir mes performances sur les marchés. Donc voilà, il y avait l'aspect psychologique, il y avait l'aspect émotionnel, mais il y a aussi l'aspect du marché, les conditions de marché. Alors, on le verra juste après sur la tablette. Mais le mois de décembre, c'est souvent un mois qui est compliqué en matière de trading. On le dit très souvent, beaucoup de traders estiment que ce mois de décembre est un mois compliqué sur les marchés. Beaucoup préfèrent prendre les congés des vacances et s'éloigner des écrans pour ne pas commettre d'erreurs ou tout simplement pour ne pas être surpris par le marché. Personnellement, je préfère être là devant les écrans. Comme vous savez, j'ai un métier, j'ai un boulot sur le côté. Donc évidemment, si je peux trader lorsque je suis en congé, je le fais, que je sois entre les fêtes de Noël et de Nouvel An, peu importe, je serai derrière les écrans et j'essaierai de trader le plus possible, le plus longtemps possible sur mon année pour essayer justement de performer. Donc il y a eu les aspects psychologiques, il y a les aspects émotionnels, mais aussi les aspects de la réalité du marché, c'est-à-dire de la réalité financière du marché. On est à la fin de l'année, le mois de décembre signifie que beaucoup d'institutionnels prennent des congés, donc on a des institutions qui ferment, on a aussi beaucoup d'institutionnels qui commencent à faire les bilans comptables et les bilans de leur année, des performances qui ont été réalisées sur cette année, et donc il y a une volonté de réduire aussi la voilure et de réduire son exposition sur les marchés en prévision de la nouvelle année qui commence et du nouveau trimestre. Il y a donc cette volonté de sécuriser les gains sur les marchés, de prendre de la distance, et on le voit très, très bien, les marchés ont beaucoup plus rangé, étaient moins directionnels ce mois-ci, et surtout aussi on a une volatilité qui a été beaucoup plus basse. Sur ma tablette, on peut très facilement le voir. Donc ici, on est sur TradingView et qu'est-ce qu'on voit? On est sur le ticker de l'indice de la volatilité du S&P 500. C'est un indicateur que je suis assez bien plutôt pour voir en fait dans quel état psychologique se situe le marché, dans quel état de volatilité ou tout simplement de crainte on se situe sur le marché. On voit que lorsque la volatilité est assez exacerbée, assez élevée, ce sont des périodes où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress sur les marchés et donc en fait le comportement des institutionnels et des acteurs sur le marché évolue en fonction de ça également. Quand la volatilité tend à se contracter, à diminuer, eh bien, on voit aussi que les marchés sont plus sereins, certainement plus en maîtrise, plus en confiance. Il y a moins d'incertitudes, moins de doutes par rapport aux news économiques, par rapport à la géopolitique. On a donc une sérénité sur le marché qui permet justement de switcher sur un mindset plutôt risk-on et d'investir sur les marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, etc. Ici, on constate que pour ce mois de décembre, on a eu vraiment une chute de la volatilité qui est tout à fait normale. Voilà, il n'y a pas forcément de vision très claire aussi sur les marchés. On voit qu'on est sur des ATH qui se créent tout doucement sur les différents actifs, sur les différents indices américains. On voit que sur les indices plutôt européens, on n'a pas forcément eu de nouvelles ATH, on n'a pas forcément la même robustesse en tout cas économique et financière. Donc on a ici vraiment un mois qui est plutôt faiblement volatile. On est repassé sous la barre des 15. Il y a donc moins de volatilité
volatilité sur les marchés et donc évidemment ça impacte la façon de trader. C'est pour ça que beaucoup de traders préfèrent s'éloigner, comme je l'ai dit, parce qu'il est moins facile à lire. On a des chasses de stop, des chasses de liquidité, on va chercher les plus hauts, on va chercher les plus bas et finalement on n'a pas un marché qui est en tendance, on n'a pas un marché qui est directionnel et qui est clair. Alors vous le verrez, sur la fin du mois de décembre, en tout cas sur le DAX, on a eu vraiment une impulsion qui était plus haussière, mais on reste dans un range, on n'a pas cassé ce range et donc dans ces conditions-là, ça reste très compliqué de savoir si finalement on va vraiment aller refaire de nouveaux ATH sur le DAX ou pas. On va refaire aussi un topo sur le DAX qui est l'indice allemand qui correspond finalement à l'équivalent du CAC 40 en France ou du BEL 20 en Belgique. C'est l'indice boursier qui représente donc les 30 ou les 40 plus grandes entreprises allemandes. C'est l'indice que j'utilise en tout cas avec la stratégie de l'OPR. Ça fait plus d'1 an que je trade avec cette stratégie sur l'indice boursier allemand, le DAX. Donc voilà, c'est aussi sur le DAX que j'ai un backtest de près de 500 trades sur les 2 dernières années. Donc j'ai une très bonne connaissance de l'actif, j'ai une très bonne connaissance de la façon dont il respire, de la façon dont il vit, comment ma stratégie s'applique aussi avec cet indice boursier. Donc je suis en confiance par rapport à l'actif, je suis en confiance aussi par rapport à ma compréhension du marché. Tout simplement parce que vivant en Europe, j'ai une meilleure compréhension aussi de la situation européenne, des marchés européens, etc. Et donc pour moi, c'est plus facile de trader le DAX plutôt que de trader un autre actif. Ok, là maintenant on plonge sur ma tablette et on est sur donc, le DAX, on est en weekly. Alors la complexité ici pour moi en tout cas en tant que trader sur le DAX, c'est que depuis fin mai, eh bien, le marché range, c'est-à-dire que le marché est coincé entre une borne haute et une borne basse. On a donc la borne haute qui est ici, la borne basse qui est ici. Et la complexité aussi pour nous, c'est qu'en fait on n'est pas directionnel, on n'a pas une tendance qui est très claire comme ici. Elle était marquée par des bougies haussières agressives. Ici on constate quoi? C'est que le marché est coincé donc entre ces deux bornes et va de liquidité en liquidité. La plus grosse complexité pour un trader, c'est de pouvoir savoir quelles sont les prochaines liquidités qui vont être prises dans le cadre de ce range. Alors, évidemment, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché va chercher ce qu'on appelle des big figures, qui va chercher donc des liquidités assez fortes sur les marchés. On est venu chercher ici le sommet du quadri précédent. On est revenu chercher ici, à partir de septembre, ici, donc le sommet du quadri précédent, du quadri 3. Et donc, finalement, on va de liquidité en liquidité. Très souvent, les quadrimestres sont des liquidités majeures que le marché va essayer de venir chercher avant d'entamer un mouvement sur le quadri suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a terminé le quadri 2 avec un sommet, on a retracé, on est venu rechercher la liquidité de ce sommet, on s'est retourné à nouveau. Et finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire pendant ce dernier quadrimestre ici? C'est qu'on est venu chercher une liquidité majeure. On est sorti finalement de ce range, on l'a réintégré immédiatement. Moi, je dirais qu'on a fait une forme de AMD, donc d'accumulation, manipulation, distribution. On a accumulé ici sur le quadri 3. On est venu manipuler pendant ce cadre ici pour ensuite entamer une phase haussière. Donc évidemment, sur le marché, quand on est coincé dans un range comme celui-là, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de tendance très claire. On a évidemment des phases où on a des semaines qui sont assez précises, assez claires. On sait qu'on tend vers telle ou telle liquidité, mais ce n'est pas toujours évident, surtout si on zoome maintenant sur sur les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'évidemment, on a cette fameuse tendance qui est haussière, mais les semaines n'ont pas forcément été très logiques. Si on reprend par exemple à partir de celle-ci, on voit que les 1, 2, 3, 4, 5 semaines du mois de décembre, pardon, que les 5 semaines du mois de décembre, finalement, elles sont plutôt hésitantes. On a des mèches qui partent dans tous les sens. On a terminé la semaine avec une bougie d'hésitation, ce qui se traduit encore une fois ce rétrécissement de la liquidité, cette volatilité qui diminue. On a une bougie d'hésitation. C'est des semaines qui sont très compliquées à trader. On voit que finalement, parfois, on vient chercher la liquidité, parfois, on ne vient pas chercher la liquidité, on fait des equal highs, des equal lows. Et donc, évidemment, ça rajoute de la complexité dans l'analyse du marché. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti ce mois-ci, où j'avais forcément une vision, un biais que je me faisais le matin dans mon analyse, etc. Quand j'arrivais en session de Londres pour pouvoir trader ma stratégie de l'OPR, je constatais que le marché parfois était irrationnel, partait dans un sens que je n'avais pas forcément anticipé. Et je me dis, mais bizarrement, j'ai l'impression que là, alors, on fait un choc baissier ou un choc haussier, peu importe l'analyse. Et donc là, il y a un retournement. Et donc, finalement, mon biais intraday, mon biais pendant la session de Londres était impacté par rapport à un biais qui était plutôt, je dirais,
haussier sur la semaine, etc. Donc c'est pas toujours évident de se positionner. J'ai fait des erreurs aussi par rapport à ça. J'ai eu voilà, toute cette pression, toutes ces émotions aussi qui sont venues polluer finalement mes analyses et mon biais et aussi surtout mon comportement sur les marchés. Tout ça pour dire finalement que ma stratégie a un peu moins fonctionné, en tout cas sur les aspects du win rate et aussi sur les aspects de mes performances sur les marchés ces 3 derniers mois. Et ça se comprend tout simplement parce que depuis mai, on est vraiment dans cette phase de range et on ne sait plus vraiment où on se situe et où on va. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle année 2026, on a une forme de cassure de cette résistance et que potentiellement après, on va pouvoir refaire un nouvel ATH sur le marché du DAX et sur les autres marchés et qu'on va peut-être avoir une continuation de la tendance haussière, en tout cas pour les 2 prochains trimestres. Donc voilà, ça c'est juste l'analyse que je peux en faire. C'est pas du tout des excuses que j'essaie de me trouver. J'essaie de comprendre finalement le contexte économique et financier dans lequel je me situe et dans lequel je dois opérer. Et ici, je remarque quoi? C'est que voilà, le mois d'octobre, le mois de décembre, le mois de novembre également, le mois de septembre en partie, ont été des mois où ma stratégie a été moins rentable et je peux l'expliquer parce qu'on n'est pas dans une situation, dans un contexte avec une tendance marquée sur les marchés financiers, en tout cas sur le DAX. Ok, donc c'est reparti maintenant, on va analyser plus en détail finalement chaque trade et en tout cas comment c'est composé mon mois dans ma prise de position, dans ma prise de trade et on va essayer de comprendre un peu plus l'état mental dans lequel j'étais par rapport à chacun de ces trades. Donc je vous propose de replonger à nouveau sur la tablette et on essaie de voir ça ensemble. Donc comme j'ai dit, 7 trades pris sur ce mois-ci. J'ai pas tradé finalement la semaine 4. La semaine 4 c'était la semaine de Noël entre les fêtes, donc tout à fait logique. Les marchés n'étaient pas forcément ouverts ou tout simplement pas forcément volatiles. Donc pas forcément de trades qui ont été pris. Ici la spécificité, en tout cas ce que je veux absolument aborder avec vous, c'est que j'ai quand même eu 3 trades qui n'ont pas été dans le respect de mon plan. Ces 3 trades en fait ont fortement impacté ma performance sur les marchés. Ça veut dire que j'ai perdu 3% qui n'auraient pas dû être perdus en temps normal. Si on regarde finalement les performances, j'ai eu 2 trades qui étaient des trades, je dirais, gagnants, même si pour moi ce sont des trailing stop loss. On parle donc de, vous allez le voir ici dans ma stratégie TSL, trailing stop loss. Ce sont des trades que j'ai pris mais qui n'ont pas hit mon TP à 5R et donc j'ai été sorti du marché plutôt en positif et donc au lieu de me prendre un stop loss, eh bien j'ai remonté mon stop loss en stop profit et j'ai pris un R. Donc on voit que je n'ai pas eu de trades gagnants qui ont TP à 5R ce mois-ci. C'est quelque chose évidemment qu'il faut bien prendre en compte dans mon analyse parce que oui, en effet j'ai eu beaucoup de pertes qui étaient en accord avec mon plan, donc qui sont tout à fait correctes. Ça veut dire que j'ai eu 2 trailing stop loss, j'ai eu 2 SL qui étaient corrects. J'aurais dû finir mon mois normalement à plus 0%, donc à break-even encore. Ce serait le deuxième mois qui finirait à break-even depuis que j'ai commencé mon challenge Prof Firme en septembre. C'est ok, c'est comme ça. Ici, la performance, elle a surtout été impactée par mes 3 trades qui étaient hors plan. Le premier trade que j'ai pris et qui était hors plan était un trade que j'appelle hors time zone. Il faut savoir que moi, j'ai optimisé ma stratégie sur base notamment des time zones. C'est pas des kill zones. Les kill zones, c'est un autre concept qui est très connu en trading. Moi, j'ai coupé en fait une session de trading de 9h à 11h en time zone. Donc, j'ai divisé par 4 cette période et j'ai essayé de voir les jours ou les time zones où j'étais les plus rentables, en tout cas dans ma stratégie. Et ici, on était un vendredi. Je suis censé trader là où j'ai le meilleur win rate, en tout cas dans ma stratégie de façon la plus optimale possible. C'est en time zone 1 et en time zone 4. Ça veut dire que je ne dois pas trader je dois trader de 9h à 9h30 et de 10h30 à 11h. C'est là où j'ai le meilleur win rate et la plupart de mes performances qui se font, c'est ce jour-là, le vendredi. Ça veut dire que je ne dois pas trader entre 9h30 et 10h30, ce qui est très compliqué évidemment lorsque on est derrière les écrans et qu'on a une forme de FOMO. C'est ce qui s'est passé. J'ai vu un super setup ICT qui s'est passé toujours dans mon concept de la stratégie de l'OPR et ça s'est fait à 10h. Je n'aurais jamais dû le prendre parce que je sais que quand je les prends à ces moments-là, mon win rate diminue fortement et qu'il y a une plus grosse probabilité que le marché se retourne. J'ai vu le trade, je suis rentré dedans. Et évidemment, le trade s'est retourné. C'est pour ça que quand on a un plan, on est dans un cadre probabilistique qui est favorable. On a ce qu'on appelle un edge sur les marchés. Et donc, dès que vous sortez du plan, vous sortez de ce que vous maîtrisez. J'ai voulu prendre un trade en me disant
là, j'ai une belle opportunité, il faut que je la saisisse. J'étais hors de mon plan, hors de mes time zones. Et évidemment, eh bien, le marché s'est retourné. J'ai perdu le trade, je me suis fait stop loss. Bêtement, tout simplement parce que je n'ai pas appliqué mon plan. Et si on regarde les deux autres trades que j'ai pris hors plan, eh bien ici, là, on était dans ma time zone. On était tout à fait dans le plan, si ce n'est qu'un seul élément n'était pas respecté, c'était la tendance. Moi, j'avais vu en effet, comme vous avez pu le voir, sur le DAX, on a ces dernières semaines une tendance qui est haussière, mais on voit aussi surtout que les bougies sont hésitantes ou sont manipulatrices et viennent à chaque fois chercher les PDL, les PDH. Donc on a des liquidités internes qui sont prises, on a vraiment une forme de trappe du marché qui vient chercher les shorts et les longs. Donc c'est pas toujours évident à se positionner. Moi, comme je l'ai dit, j'avais une analyse qui était plutôt haussière sur des time frames du style daily H1, mais quand j'analysais en M15, M3, moi je prends des trades principalement à M3, je constatais évidemment que on avait des changements de tendance, des chocs baissiers, et donc on avait des gros displacements. On avait pour moi des volontés de se retourner et d'aller chercher des liquidités internes beaucoup plus basses. Et donc voilà, dès que j'ai vu ces changements de tendance en intraday, en tout cas sur ma session de Londres, eh bien mon biais a pivoté tout simplement parce qu'on a eu des cassures d'OPR qui étaient plutôt bearish, et donc j'ai voulu prendre des positions bearish, vendeuses, alors que j'aurais dû justement privilégier uniquement des achats. Ça ne s'est pas fait. J'ai pris ces deux stop loss là qui étaient donc des trades contre tendance. Ça fait partie de mon plan de prendre des trades dans la tendance. Ici j'étais hors plan. Donc voilà, 3 trades qui sont finalement hors plan, hors time zone, hors tendance. Et donc évidemment, ben voilà, le marché te sanctionne immédiatement. C'est pour ça que c'est important d'avoir un plan de trading qui est le plus concis, le plus précis possible, justement pour pouvoir éviter de sortir du plan, ou en tout cas d'éviter que les émotions viennent vous impacter. Moi, ici, comme je l'ai dit, il y a des trades que j'ai pris où je me sentais vraiment pas bien, pas solide émotionnellement, pas solide psychologiquement. J'avais parfois peur aussi de prendre des trades. Donc ben ça, voilà, ça vient impacter votre façon, votre comportement sur les marchés. Et donc, ben voilà, on arrive à ce type de résultat où finalement j'aurais dû finir à break-even et je finis à moins 3% sur mon mois. Et donc je finis aussi avec un drawdown qui est renforcé sur ma PF de moins 5,4%. Donc ici on va replonger sur certaines données que je monitore en fait mensuellement dans mon journal de trading, qui est l'overview sur mon mois, et aussi en fait la répartition des trades par jour et la répartition des pertes par jour. Donc la conclusion que je peux tirer de ce mois-ci, c'est que j'ai vraiment pas eu forcément d'opportunités très concrètes sur les marchés. En tout cas, je n'ai pas fait de TP au sens où habituellement je target 1 pour 5. Pour moi, un TP, c'est quand je viens toucher 5%, 5R lorsque je rentre sur le marché. Ici, on voit que j'ai eu principalement que des trades qui ont fait trailing SL. Pour moi, les trailing SL, c'est ceux qui viennent toucher 1% uniquement. Donc voilà, ça fait partie de ma stratégie. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Ça joue aussi dans le sens où dans mon backtest sur les 21 derniers mois et sur les 500 derniers trades que j'ai pu encoder dans mon backtest, j'ai en moyenne 2 à 3 trades qui touchent 5R dans mon mois. C'est-à-dire que je fais 2 à 3 vrais TP à 5R. Ici, le mois de novembre et le mois de décembre, je n'ai eu aucun trade qui ont hit 5R. Donc là, il faut savoir que, voilà, évidemment, c'est ce qui fait que ça impacte ma stratégie. Moi, ma stratégie, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai évidemment les TP qui touchent 5R. J'ai aussi les trades qui finalement ne touchent jamais les 5R et qui viennent me sortir à 1R. Et donc on parle de trailing SL ou tout simplement de stop profit. J'ai les trades qui font BE et j'ai les trades qui font stop loss. Globalement, le edge que j'ai avec ma stratégie, c'est que les stop loss sont quasiment 100% couverts par mes trailing SL. Donc quand je prends un trailing stop loss, eh bien, à chaque fois, ça vient compenser un stop loss. Donc, j'ai un break-even qui se fait dans ma stratégie naturellement. Et le edge que j'ai aussi, c'est que tous les trades que je prends à 5R et qui font TP, il y en a 2 à 3 sur mon mois, globalement, c'est du surprofit, c'est du bénéfice. Le reste est couvert. Mes stop loss sont couverts par mes trailing SL. Donc ça, c'est le edge que j'ai dans ma stratégie. Évidemment, quand on n'a pas de trade qui hit le TP, qui hit les 5R, eh bien, moi, mon edge est un peu plus compliqué, ce qui explique que sur les 2 derniers mois, j'arrive quand même à m'en sortir plus ou moins à break-even, en tout cas grâce à mes trailing SL. Donc si on replonge sur la tablette, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en effet, eh bien, j'ai 2 trailing SL. J'ai aussi 3 trades qui n'auraient jamais dû être pris. Donc on a ce trade-là qui était l'erreur de la time zone. On a ce trade-là qui était un trade hors plan au niveau de la tendance. Et le dernier qui était un trade également hors plan au niveau de la tendance. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que si j'avais uniquement pris des trades dans le cadre de ma stratégie, j'aurais eu 2 SL, 2 TP, en tout cas 2 trailing SL. Et donc j'aurais eu un mois à BE. Voilà, c'est tout à fait
compréhensible, c'est tout à fait logique. Enfin, voilà, je comprends finalement mon erreur et pourquoi est-ce que j'ai ces résultats-là. C'est tout à fait cohérent. Alors, on voit aussi que sur mon mois, le jour où j'ai le meilleur win rate, c'est le jeudi, mais finalement, je n'ai pas pris de trade ce jour-là. Là où j'ai pris par contre le plus de trades, c'est le mardi. Et finalement, là, c'est enfin, l'un des jours où j'ai pris le plus de trades, c'est le mardi. C'est le jour où j'ai évidemment le moins de win rate par rapport à mon backtest et à ma stratégie. Ben, ça se voit aussi au niveau des résultats. Ben, c'est là où j'ai perdu le plus. Et finalement, le vendredi, qui est un jour où je suis plutôt, je dirais, en confiance par rapport à ma stratégie, bien, c'est un jour où j'ai eu ici de façon très anormale beaucoup plus de pertes que d'habitude. Ben, c'est normal, tout simplement parce que j'ai fait un trade hors plan ce jour-là. Donc j'ai un trade hors plan qui s'est fait le vendredi et donc ben, évidemment ça ne rentre pas dans le edge de ma stratégie, ça ne rentre pas non plus finalement dans les performances habituelles auxquelles je peux m'attendre sur les marchés. Alors une autre donnée que je collecte aussi toujours sur ma tablette, enfin toujours sur mon backtest mensuellement, c'est le nombre de trades qui respectent mon plan. On constate finalement que sur les 7 trades que j'ai pris, il y en a 4 qui respectent mon plan, 3 qui ne le respectent pas. Et donc évidemment que ma performance à la fin du mois est impactée par ces 3 trades qui sont hors plan. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est finalement pourquoi est-ce que j'ai pris cette trade hors plan. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, j'ai eu septembre, octobre, novembre, décembre qui ont été des mois compliqués. J'ai perdu ma PF, j'en ai repris une fin septembre. J'ai eu un mois d'octobre qui a été qui a été break-even. J'ai eu un mois de novembre qui a été négatif. J'ai un mois de décembre qui est négatif également. J'ai donc une accumulation de frustration, j'ai une accumulation de pertes qui se sont enchaînées. Comme vous le savez, je ne mets plus en place de money management dynamique. Ça veut dire que chaque fois, sur chaque trade, je perds 1% ou je gagne, 1% en tout cas, je gagne mon risk to reward. Évidemment, quand on trade de cette façon, eh bien, il faut avoir les reins solides, tout simplement parce que les pertes s'enchaînent. On peut enchaîner 3 ou 4 pertes d'affilée et donc on perd 3 ou 4% d'affilée. Ça impacte évidemment la perception qu'on a du challenge et aussi la perception de la réussite. Donc ça, c'est un des premiers facteurs qui est venu m'influencer. C'est vraiment cet aspect psychologique, cet effet cumulé de ces défaites, de ces échecs sur ces 4 derniers mois, sur la complexité aussi du marché. Un autre élément, c'est le fait que je me suis fixé des objectifs. Je voulais réussir ma PF à partir d'octobre. Je voulais en 3 mois valider ma PF 10K FTMO. Alors c'est vrai que c'est important de se fixer des deadlines, des objectifs, etc. Je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que ça met une pression. Ça met une pression, au début, c'est une pression qui est positive parce qu'on a envie d'y aller, d'accélérer, etc. Sur le long terme, en tout cas, au plus on arrive auprès de cette deadline, au plus ça devient compliqué. Au plus on a cette pression, cet échec, cette peur, cette date de péremption finalement qui arrive et qui met une pression énorme sur les épaules d'un trader ou sur les épaules de qui que ce soit. Quand vous êtes chef de projet, c'est mon cas, évidemment, la deadline, elle vous met une pression. Quand vous savez la gérer, c'est très bien. En trading, la pression, elle est pas bien. Il faut éviter au maximum de la subir ou en tout cas de la vivre ou encore pire, de se la mettre soi-même sur les épaules. Donc oui, il y avait cet objectif de timing, il y avait aussi cette sensation de ne pas avancer. Ça fait 1 an que je galère par rapport à ma rentabilité, je sais que je suis rentable, je ne suis pas encore profitable sur les marchés, il y a une forme d'impatience aussi en moi. Et donc, quand je constate évidemment que j'arrive à la fin du mois de décembre et que je n'ai pas performé, que je n'ai pas fait les résultats que je voulais, eh bien je sens que ça vient impacter mon ego, ma fierté, mais aussi mes émotions, mon cadre psychologique, ma discipline. Et c'est ce qui fait que je prends des trades qui ne sont pas dans mes time zones ou qui ne sont pas dans ma tendance. Il y a aussi l'aspect mental et émotionnel qui a joué ce mois-ci. Je ne me sentais pas forcément solide émotionnellement. Je le sens. Je sens que je dors beaucoup moins. Je sens que je suis beaucoup plus fragile émotionnellement. Et ça évidemment impacte mon trading. J'espérais pouvoir siloter les éléments de ma vie et me dire qu'une fois que je ferme ma porte et que je suis devant mes écrans, je suis focus à 100% sur mon trading et que ma vie privée n'impacte pas ma vie professionnelle, en tout cas mon trading, ça ne s'est pas fait. Je l'ai senti tout de suite quand je suis rentré dans des positions que je n'étais pas solide émotionnellement, que je me posais trop de questions, que je me demandais si je ne devais pas couper mon stop, etc. en cours de route. Bref, quand vous êtes dans cet état-là mental après près d'1 an, de 2 ans de développement personnel où vous avez appris à vous connaître, j'aurais dû avoir la maturité de pouvoir couper ma position. Je ne l'ai pas fait. Et donc, voilà, évidemment, on prend le stop loss et on accepte la perte, on accepte l'erreur. Et c'est vrai qu'il y a une forme aussi de FOMO quand on ne performe pas pendant 3 mois.
quand on a aussi, ben voilà, moi maintenant je décide de m'exposer sur les réseaux, j'ai envie de vous montrer des résultats, j'ai envie de vous montrer que je suis capable, etc., de vous montrer qui je suis, voilà, il y a cette forme en fait d'ego, de fierté et de pression qu'on se met aussi par rapport à la communauté qu'on veut créer, par rapport à tout ça. Et donc évidemment que j'ai eu ce FOMO de me dire, ok, voilà, il faut que je prenne ce trade, lui il va passer, j'ai l'impression que, et donc même si je suis hors plan, je dois le prendre, je dois le saisir, je dois être dans le train. Et en fait, ben, voilà, on sort de son cadre probabilistique et là en fait on n'a plus aucune maîtrise sur la performance, sur ce qu'on peut avoir comme résultat espéré par rapport à ce trade. Et donc voilà. Ça, ce sont des éléments qui m'ont fortement impacté ce mois-ci et qui vont devoir être retravaillés, en tout cas en cette fin d'année et en cette fin d'année et début 2026, où je vais devoir me reprendre émotionnellement, me reprendre aussi psychologiquement, mentalement, retravailler sur cette robustesse et cette résilience, revenir dans le cadre de mon plan et essayer, en tout cas, de se rapprocher le plus possible de la perfection. Donc voilà aussi un élément qu'il faut mentionner et qui fait partie de la vie d'un trader, c'est que ben voilà, la stratégie, elle n'est pas forcément rentable toute l'année de la même façon. Vous allez avoir des mois où vous allez faire des super performances et des win rates qui sont exceptionnels, des mois où c'est moins le cas. Moi, j'ai constaté, en tout cas ici, comme je l'ai dit, sur mes 2 ans de backtest et mes près de 500 trades enregistrés dans ce backtest, ben voilà, j'ai de la data. Ça veut dire que j'ai une forme de confiance en mon plan, en ma stratégie, je sais qu'elle est rentable. Je sais aussi les mois qui sont un peu plus compliqués et je constate déjà que les mois de novembre, décembre sont des mois où mon win rate tend à diminuer, ma performance tend à diminuer, que ce soit le RR total que je peux avoir, mais aussi l'occurrence de mes trades gagnants. C'est-à-dire que j'ai 5 R. Ben, en fait, ces 5 R, ben, ils diminuent en fonction aussi de la volatilité du marché. Donc ben, voilà, un marché qui se contracte comme on a ici en cette fin d'année, c'est tout à fait normal qu'on ait beaucoup moins d'expansion qui me permettent d'aller chercher des trades à 5 R. Donc oui, voilà, évidemment, il y a cette frustration par rapport au marché, il y a cette frustration par rapport à la stratégie, il y a cette colère de ne pas y arriver finalement, de même quand on respecte son plan pendant 2 mois, en fait, on n'a pas forcément de retour sur investissement à la fin du mois, donc on travaille, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on travaille aussi tout son mois pour ne rien gagner. Ça, c'est quelque chose qui est impactant psychologiquement et c'est là aussi il faut être fort en tant que trader. C'est justement, vous avez cette passion, vous avez ce feu qui vous anime et vous devez continuer encore et encore parce que ce mois-ci est peut-être négatif, le mois prochain aussi, mais peut-être que le mois d'après, il sera exceptionnel et que toutes vos pertes vont être effacées. Donc ça, c'est vraiment aussi le travail d'un trader, c'est de rester solide sur les appuis, de pouvoir rester le plus constant possible, de ne pas se faire impacter par ses émotions. Vous l'avez vu ici, ce mois-ci, émotionnellement, j'ai été impacté, psychologiquement aussi. Il y a aussi ce stress qu'on se met des objectifs qu'on veut atteindre. On a cette pression, en tout cas ici, moi maintenant, je la sens un peu plus depuis que j'ai commencé YouTube, de cette pression de la transparence, de vous montrer des chiffres, etc. Et j'ai aussi finalement accumulé sur ces 3 derniers mois une forme de peur avec laquelle je vais devoir prendre de la distance pour le mois de janvier, c'est que j'ai eu une peur de perdre encore, de me dire, ok, je suis déjà à moins 5,4% sur mon challenge, qu'est-ce qui va se passer si je repère encore, si je continue à enchaîner peut-être 3 ou 4 pertes d'affilée, je peux perdre ce challenge. Et donc évidemment, comme je vous ai dit, moi je ne trade que du 1% par trade, je ne descends pas en dessous, je n'ai pas de gestion de drawdown ou de money management dynamique, en tout cas en phase 1 de mon challenge Profirm, tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça sur un challenge. Et donc chaque perte te rapproche un peu plus de la perte de ton challenge. Et donc il faut l'accepter, ça fait partie du risque également. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ce mois-ci n'a pas été un mois évident, pas du tout. Je n'ai pas eu finalement les retours que je voulais. J'ai une stratégie qui pour moi fonctionne. Je l'ai backtestée, j'ai confiance en elle. Je n'ai pas été à la hauteur du trader que je devrais être pour être le plus rentable possible, en tout cas le plus proche de la perfection et le plus irréprochable possible. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je vais devoir travailler. Comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai 1 an de background, d'expérience par rapport à ma stratégie. Je suis en confiance, je ne suis pas encore l'homme que je dois être vraiment pour pouvoir devenir rentable sur mon plan, sur ma stratégie. Et il y a encore du travail à faire, d'être le plus irréprochable possible. En tout cas, ce qui s'est passé ce mois-ci ne doit plus arriver et je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Et je vous invite aussi à faire ce travail sur vous de quand vous arrivez à la fin d'un mois, quand vous arrivez à la fin d'une période de trading, peu importe si c'est un trimestre ou quoi, ou à la fin d'une année, analyser chaque trade et essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les émotions qui sont intervenues à ce moment-là et essayer de comprendre finalement pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à prendre le trade parfait que vous auriez dû prendre si vous étiez vraiment un trader ultra discipliné, ultra structuré. Donc voilà, ça c'est des petits conseils, c'est des petits tips que vous pouvez prendre. La vidéo elle arrive à sa fin, donc je voulais juste vous remercier pour ceux qui mettent des likes et pour
pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous invite à continuer à mettre des likes, à me soutenir un maximum. J'ai plein de contenu à vous proposer. 2026 va être une année de fou. Aussi sur le plan du trading, je l'espère, mais aussi sur le plan de YouTube, j'ai beaucoup de choses à vous partager. En tout cas ici, je suis surtout là pour partager finalement ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai écrit dans mon journal plutôt sur les aspects psychologiques et aussi sur mon journal de trading. Bref, l'objectif c'est de vous partager un maximum de choses. En tout cas voilà, merci pour le soutien et on se retrouve très vite sur Shosh. C'était Val. Ciao ciao. Prenez soin de vous les amis.